et voir donc les différents types de stablecoins qui existent. Donc le premier type dont on va parler ensemble, ce sont les stablecoins centralisés. Vous allez voir qu'en fait, la plupart des stablecoins, en tout cas les plus gros et les plus connus, font partie de cette catégorie-là. Donc, comment fonctionnent ces stablecoins-là? Pour faire très simple, en fait, vous avez une société, une entreprise centralisée, par exemple Tether pour l'USDT ou Circle pour l'USDC, qui sont les deux plus gros stablecoins utilisés sur le marché des crypto-monnaies, qui vont gérer en fait tout ce qui va être l'approvisionnement en stablecoin. Donc, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure dans le point précédent, à chaque fois qu'en fait ils vont émettre des nouveaux stablecoins, ils sont censés avoir l'équivalent en dollars dans leur coffre, dans leur réserve, pour toujours maintenir cette parité de 1 pour 1. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les stablecoins centralisés et qu'ils essayent de maintenir cette corrélation entre la valeur du dollar et la valeur du stablecoin. On va voir que parfois, il y a eu des loupés, hein, on verra dans le point numéro 3 sur comment choisir les stablecoins, mais par exemple, Circle, en 2022, malgré que ce soit le deuxième plus gros stablecoin du marché, a eu un dépeg assez important, mais on en parlera dans le point numéro 3 de la vidéo. Donc en fait, l'inconvénient, par contre, avec ces stablecoins centralisés, c'est que du coup, vous avez une entreprise qui a un siège social dans un pays, qui est donc soumis à une législation et qui est donc obligée d'appliquer les lois, notamment dans le cadre du financement du terrorisme ou du blanchiment d'argent, par exemple, ou même, par exemple, quand des projets crypto se font hacker, si les fonds arrivent à être tracés et qu'on arrive à remonter jusqu'à ces fonds et qui sont sur un de ces deux stablecoins, donc, ou même n'importe quel stablecoin centralisé d'ailleurs, ces entreprises ont la possibilité de geler l'intégralité des stablecoins que vous détenez sur suspicion de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de hack ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc ça, c'est quand même un gros inconvénient des stablecoins centralisés, c'est-à-dire que, en gros, ces entreprises ont un petit peu droit de vie ou de mort sur les stablecoins que vous détenez. Alors bien évidemment, elles ne peuvent pas geler vos fonds ou vous voler vos fonds sans aucune raison, mais en cas de suspicion de fraude ou de choses comme ça, elles peuvent geler l'intégralité de vos fonds et ça peut être ensuite très très compliqué pour les récupérer, voire quasiment impossible d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient des stablecoins centralisés. Et donc, on va passer au deuxième type de stablecoin qui existe sur le marché des crypto-monnaies. Il s'agit des stablecoins algorithmiques ou décentralisés. Donc, en opposition aux stablecoins centralisés, l'avantage de ces stablecoins algorithmiques, c'est qu'ils ne sont pas gérés par une entreprise centralisée. Autrement dit, en fait, pourquoi on les appelle algorithmiques? Parce qu'elles sont gérées par un algorithme. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est codé pour fonctionner d'une certaine manière, et ensuite ce programme est mis en fonction, et il continuera de fonctionner comme il est censé fonctionner, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une entreprise qui doit intervenir sans cesse pour vérifier que les choses soient faites correctement, etc., etc. Alors bien évidemment, il y a une surveillance quand même qui est faite par la société qui crée le code, bien évidemment. Mais l'avantage, c'est que ça se déploie sur une blockchain, comme le Bitcoin. Le code est open source, complètement transparent, et tout le monde peut voir ce qu'il s'y passe. Donc si on prend l'exemple du stablecoin algorithmique le plus connu, il s'agit donc du DAI, le DAI en ticker, de MakerDAO, qui malheureusement va être voué à disparaître puisque MakerDAO a fait un rebranding de sa société et a donc entamé une migration du DAI vers un nouveau token qui s'appelle l'USDS, qui inclura des fonctions différentes, qui fonctionnera aussi différemment et qui inclura notamment une fonction de gel en cas de suspicion, encore une fois, de fraude, blanchiment d'argent et tout ce que vous voulez. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour les gens qui sont adeptes de la décentralisation, puisqu'effectivement, cette fonction gel du capital, elle est forcément activée par une entité qui sera centralisée, et donc on perd en décentralisation en passant du DAI à l'USDS. Mais pour l'instant, le DAI existe encore, et donc je vais vous exposer en fait comment il fonctionne, et vous allez comprendre comment fonctionnent les stablecoins algorithmiques. Donc pour rappel, sur les stablecoins centralisés, on avait donc une entreprise centralisée qui émettait des nouveaux jetons et qui, quand elle le faisait, devait s'assurer d'avoir la garantie en dollars notamment
pour pouvoir émettre ces nouveaux jetons. Ici, ça va pas du tout fonctionner de cette manière-là. En fait, vous avez un programme qui a été créé et pour créer des nouveaux DAI, par exemple, on va rester sur ce jeton-là, pour créer des nouveaux DAI, en fait, le programme va demander à ce que les utilisateurs déposent de la valeur en crypto-monnaie dans des smart contracts, mais avec une surcollatéralisation. Ça veut dire que si par exemple un émetteur veut émettre 1 000 $ de DAI, il va devoir déposer par exemple 1 500 $ d'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'en fait, les crypto-monnaies sont volatiles et le smart contract doit toujours s'assurer que la garantie est au minimum de 1 pour 1. C'est-à-dire que là, on a 1,5 pour 1. Donc, on sait que même si l'Ether baisse de 10%, par exemple, il y aura toujours une parité supérieure à 1 pour 1. Et donc, le DAI garde sa valeur comme ça. Le problème avec ça, c'est que pour le cas du DAI, par exemple, la plupart des crypto-monnaies qui sont déposées en garantie aujourd'hui pour émettre des DAI sont des stablecoins centralisés comme l'USDC. Ce qui veut dire en fait que malheureusement, le protocole DAI dépend d'une certaine manière quand même du bon vouloir de la société Circle, par exemple pour l'USDC, de ne pas geler ses fonds. Car si demain, la société Circle décide de geler tous les USDC qui sont garantis pour du DAI, je pense que le protocole DAI s'effondre d'un coup d'un seul, tout simplement, puisqu'en fait, la majorité des crypto-monnaies qui sont déposées en garantie pour le DAI sont de l'USDC. Et si du coup il y a un gel de fonds, en fait, quand les gens vont vouloir récupérer leur garantie en rendant leur DAI, ce ne sera pas possible parce que ces fonds auront été gelés. Et du coup, ils ne vaudront plus rien, en fait, tout simplement. Puisqu'en fait, effectivement, quand vous allez déposer en garantie quelque chose pour récupérer du DAI, vous avez la possibilité ensuite de rendre vos DAI pour récupérer les crypto-monnaies que vous aviez laissées en garantie. Donc vous ne perdez pas d'argent quand vous faites un prêt pour émettre des nouveaux DAI, bien évidemment. La seule somme d'argent que vous allez perdre, c'est que quand vous allez faire ce type d'opération, le protocole va vous facturer certains frais de remboursement, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le premier moyen d'acquérir des DAI, c'est vraiment de créer des nouveaux DAI à la source en allant déposer d'autres crypto-monnaies en garantie avec un écart de 50% en plus pour être sûr que la valeur que vous avez empruntée soit toujours au minimum égale à la valeur que vous avez déposée. Ensuite, vous avez bien évidemment la possibilité d'acheter des DAI sur le marché secondaire, comme on pourrait dire, entre guillemets, comme sur le marché des actions. C'est-à-dire que sur des plateformes centralisées, même comme Binance ou quoi, ou sur des plateformes décentralisées comme Uniswap, par exemple, ou autres, il y a des réserves de DAI qui sont là et vous pouvez échanger vos USDC, vos USDT, vos Bitcoins ou n'importe quoi même contre des DAI que vous achetez qui ont déjà été émis. À ce moment-là, vous n'avez pas de garantie à laisser pour l'émission des DAI ou quoi que ce soit. C'est juste, vous faites une transaction d'une crypto A vers du DAI, par exemple. Voilà, donc l'inconvénient quand même des stablecoins algorithmiques, c'est qu'on a eu des exemples par le passé qui ont été assez catastrophiques, comme l'UST de Terra Luna, qui était à une époque le troisième stablecoin le plus utilisé et qui s'est en fait complètement effondré suite à une série d'événements. On ira voir ensemble tout à l'heure dans la partie 3 de la vidéo. Et l'autre inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est que du coup, en fait, ces stablecoins sont quand même malgré tout très dépendants des stablecoins centralisés, puisque la plupart des crypto-monnaies qui sont déposées en garantie pour pouvoir émettre ces nouveaux jetons sont des stablecoins centralisés.